on a quand même quelques raisons pour rester vigilant en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et bon, un philosophe comme Bernard Stiegler dirait voilà notre conscience qui devient une marchandise. Aux États-Unis, c'est depuis 15 ans que ce neuromarketing est appliqué. Et quand c'est appliqué aux États-Unis, vous savez bien que ça va venir aussi en France. La conscience, une marchandise, oui, il a dit ça en fait, Bernard Stiegler a dit ça par rapport à la phrase de Patrick Lelay, ex-PDG de TF1, qui prétendait que, c'est pas qu'il prétendait, mais ça lui a échappé en quelque sorte, en tout cas il l'a dit publiquement, que notre mission est de capter le temps du cerveau disponible de nos téléspectateurs pour le vendre à Coca-Cola. Et c'est exactement le même processus, le même procédé que développe le neuromarketing. En tout cas, c'est le but de voir, de susciter le désir, les pulsions plutôt, des consommateurs pour acheter tel ou tel objet, peut-être dont ils n'auraient pas besoin, mais qui leur donne envie. Donc susciter les envies, s'adresser, comme vous avez vu dans le film, s'adresser au cerveau le plus archaïque, encore que, d'après les neuroscientifiques dans le film, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. On découvre de plus en plus de choses sur les neurosciences et sur le cerveau, et c'est vraiment un grand progrès. Mais quand on voit comment les choses peuvent être récupérées par tout simplement une société de consommation, au lieu de servir à la science, à guérir la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies du cerveau et des neurones, oui, c'est inquiétant. Vous allez avoir un débat avec un philosophe, Christian Fauré, qui est là, qui va venir débattre avec vous sur ce que c'est que ce neuromarketing, qui en fait, bon, on l'a dit aussi, on a fait allusion à ça dans le film, ce sont des vieilles histoires qui remontent à la grande crise de 1929. Là, c'est pas par hasard qu'il y avait justement le neveu de Freud, qui s'appelle Edward Bernays, qui est devenu le plus grand marketeur. Aujourd'hui, on les appelle les marketeurs. C'est-à-dire, il est devenu milliardaire en vendant des publicités, en faisant du marketing. D'abord, il a fait du marketing pour la politique, parce qu'on peut aussi vendre des idées politiques, de la même façon qu'on vend des cigarettes ou des voitures. Et donc, il s'est engagé pour la CIA. Donc il a vendu tout ça à la CIA d'abord, et il a fait devenir les Américains bons patriotes pour laisser faire casser la figure en Europe. Et après, il s'est engagé auprès des grandes marques de cigarettes et de voitures, c'est-à-dire il est devenu consultant pour les grands trusts américains. Mais voilà, je veux dire, le neuromarketing est une nouvelle forme de cette façon de s'adresser à nos pulsions, à nos désirs, à les instincts, nos envies, les envies les plus élémentaires. Je vais dire deux mots de Christian Fauré. Il est non seulement philosophe, il est aussi ingénieur. Ça, c'est une combinaison assez rare. Et il a enseigné à l'Université technologique de Compiègne. Il est co-auteur de 2 livres coécrits avec Bernard Stiegler, entre autres. C'est d'une part en 2008, Pour en finir avec la mécroissance, réflexion sur Ars Industrialis. Il faut dire ce que c'est qu'un Ars Industrialis. C'est une association fondée par Bernard Stiegler et il vous en parlera de toute façon. Donc, si vous lisez le livre Pour en finir avec la mécroissance, vous aurez déjà une idée.
Et le deuxième livre qui est sorti cette année, en 2012, donc, c'est un nouveau livre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour Christophe Auré, et pour ce qui est de l'auteur de ce film, que je trouve un très bon documentaire, c'est Laurence Serfati. Elle est documentariste pour la télévision, et à peu près à son 10e film pour la télévision. Elle a fait un autre très beau film sur la maladie d'Alzheimer, et donc ce dont elle s'occupe, c'est du cerveau. Christian, tu veux bien venir? Moi, ce qui me concerne, je ne vais pas vous faire de conférence, puisque j'ai compris que c'était un débat. J'ai eu l'occasion de... Si vous voulez revoir le film, je crois qu'il est disponible en ligne. Donc, j'ai pu le revoir. Je l'avais déjà vu. Ça fait 4 fois que je le vois, ce documentaire. Et on se rend compte que quand on voit un documentaire comme ça 4 fois, c'est pas nouveau de dire ça, mais on voit 4 fois des choses différentes. On peut... comme quand on lit un livre, on voit un film qu'on aime bien, le revoir, ou écouter une musique qu'on aime bien, le revoir, c'est pas éprouver exactement les mêmes sensations, c'est pas avoir exactement les mêmes réflexions, les mêmes pensées, c'est à chaque fois quelque chose qui se rejoue. C'est pour ça que ça s'appelle une pratique, au sens où celui qui pratique le piano, par exemple, à chaque fois qu'il se met au piano, même s'il fait sa gamme, même s'il fait ses morceaux de musique, à chaque fois il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ça aussi, on a envie d'y revenir. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs la différence qu'on peut faire entre des pratiques et des usages. Je suis usager de la RATP, je ne dirais pas je suis un praticien de la RATP. On ne dirait pas je suis un usager du violon, on dit je pratique le violon. C'est deux régimes qui sont relativement différents. Dans la pratique, il y a à chaque fois quelque chose qui se rejoue. On se réinvente quand on est dans des activités de pratique. Moi, ma méthode, là, ce soir, ça a été j'ai pris des notes, comme j'ai pu le regarder chez moi hier soir, j'ai noté des phrases qui me marquaient comme ça, et je vais procéder comme ça. Peut-être que c'est des phrases, des expressions que vous avez vous-même retenues, peut-être que vous en avez retenu d'autres. Alors je ne sais pas si vous préférez qu'on donne déjà peut-être la parole. Comme c'est un film un documentaire qui, je pense qu'on réagit, on a envie on ne se sent pas uniquement passif vis-à-vis de ce genre de situation. Peut-être qu'il y a des remarques qui peuvent se faire, comme ça, juste voilà, ce qui vous a marqué, ce que vous avez appris, ce que vous saviez déjà, ou ce qui vous a révolté, bref, certainement peut-être quelques remarques. Ensuite, je ferai moi-même les miennes, et puis on aura la discussion sur cette base-là. Si vous êtes trop timide pour faire une remarque, je commence tout de suite par la lecture, il n'y a pas de problème. Non, moi je m'interrogeais parce que finalement dans le... Oui. Je m'interrogeais parce qu'en fait on a l'impression dans le film qu'on ne maîtrise pas totalement bien le entre guillemets consommateur, que finalement le cerveau il fait un peu ce qu'il veut, qu'il y a l'émotion, il y a des choses qui jouent et qu'on ne peut pas le contrôler et heureusement. Mais effectivement les dernières scènes ont tendance un peu plus à nous inquiéter. Mais enfin, dans le film, en général, on se dit, bon, finalement, on fait des choix qu'on ne peut pas mesurer complètement. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît ou qui nous attire qu'on va forcément l'acheter. C'est plus complexe que ça. Donc, bon, c'est vrai, c'est quasiment rassurant. Mais en même temps, depuis qu'on est dans un monde de consommation, les publicitaires, c'est carrément le nerf de la guerre de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est des milliards qui sont investis tous les jours pour des publicités dans les prime time, sur les chaînes de télévision, dans les journaux, sur des montants faramineux. Et ça marche, ça fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qui incite ces publicitaires à investir autant d'argent s'ils ne sont pas complètement sûrs que ça a des effets sur l'achat de leurs produits? Voilà, ce film m'a vraiment interrogé finalement sur est-ce que c'est un truc de bourse finalement, une espèce de croyance qu'on ne peut pas vraiment mesurer, et comment ça fonctionne si finalement le cerveau n'est pas si sûr que ça, et que nos pulsions, notre façon de consommer ne sont pas si bien mesurables que ça. Comment ça se fait qu'il y a autant de milliards qui sont investis et que nos sociétés fonctionnent que là-dessus? Ça m'embêterait d'être un rat de laboratoire. Parce que là, quand je vois ça, je me dis quand même, il y a peut-être des individus qui sont rebelles. Et parce que les systèmes vont détecter le refus. Est-ce qu'ils ne vont pas retrouver des refus? Moi, quand je vois la plupart des publicités, j'achèterais justement pas.
ce qu'on me bassine comme publicité. Quand je vois trop de publicité, le produit, je l'achète pas. Donc je me demande si... Alors peut-être qu'on va arriver avec ce matériel à détecter ceux qui ont l'addiction des achats, les maniaco-consommateurs. Hein. Peut-être qu'on va arriver à les détecter, à les guérir, je ne sais pas. Enfin, il y a un moyen plus simple. Hein. On ouvre le porte-monnaie, on voit les cartes de crédit, il n'y a pas besoin d'appareil. Donc il y a deux remarques là-haut. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le mot cobaye. Je l'utilise pour parler des gens qui passent sous l'IRM. Parce que l'IRM abîme le cerveau aussi. Il faut savoir, il ne faut pas faire plein d'IRM. Parce que j'ai travaillé en neurologie, donc je connais. Et ces gens-là parlent des gens en disant cobaye. Et je trouve que c'est mauvais signe. Quelqu'un d'autre, sinon tu rebondis? Thomas. Alors, je vais vous faire part de mes... C'est essentiellement à partir de notes, en fait. J'ai procédé de la manière suivante, puis j'ai recopié texto certaines phrases ou certaines expressions. J'avais commencé dans un premier temps à écrire, c'est-à-dire à interpréter ce que j'avais entendu. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de dérive entre toute tentative d'interprétation et ce qu'on a vraiment entendu. Alors j'ai noté quelques phrases comme ça, qui sont vraiment dans le documentaire, que vous avez peut-être retenu. Je vais le faire de manière chronologique, pour suivre un petit peu l'argumentaire du débat. Je rappelle que la question qui est posée très rapidement au début du documentaire, vous voyez que le parti pris que je prends, c'est pas de prendre le documentaire comme un prétexte pour parler d'autre chose. On va essayer de coller parce que je pense qu'il est vraiment bon ce documentaire. La question qui est tout de suite posée, c'est: peut-on lire dans le cerveau? Et donc prédire quelque chose. C'est ce que se demande au début du documentaire le gourou du marketing danois, celui qui a écrit le livre et qui a fait l'étude Biology. J'ai évoqué tout à l'heure Bernard et l'association Ars Industrialis auquel je participe. Donc l'association Ars Industrialis, le but de cette association, c'est pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Voilà. Un vaste programme, mais ça fait partie des enjeux sur lesquels nous nous intéressons, que ces questions de neurologie. Tu citais tout à l'heure Bernard, et Bernard Stiegler a fait un cours qui est en ligne et que vous pouvez voir, un cours de philosophie sur Platon, dans lequel il rappelle que Platon dit expressément qu'il faut arriver à placer une graine dans le cerveau. Il n'utilise pas exactement l'expression écrire dans le cerveau, mais pour lui, il est question d'éducation. Une des questions que pose Platon, c'est comment faut-il éduquer? Qu'est-ce que la vertu? Est-ce qu'on peut l'enseigner ou est-ce qu'on ne peut pas l'enseigner? Et si on peut l'enseigner, oui, comment peut-on l'enseigner? Et la métaphore qu'il utilise, déjà chez Platon, c'est qu'il faut mettre des idées, des graines, il utilise, dans le cerveau. Donc cette question d'accéder au cerveau directement, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle a au moins 2500 ans. Aujourd'hui, à cause du numérique, parce que la possibilité de regarder le cerveau, il y a tous ces appareillages numériques qui permettent de voir le cerveau, sinon en fait on ne le voit pas, hein. On voit des images qui représentent des données avec des graphiques, mais tout ça c'est des images, quand c'est pas de la radio, quand on voit des couleurs, c'est des images de synthèse, c'est-à-dire reconstruites à partir des données. Donc la question c'est de lire dans le cerveau. Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte particulier qui est également rappelé au début du documentaire. Premièrement, les dépenses marketing, ce qui va dans le sens que ce que vous disiez tout à l'heure, mais tout cet argent dépensé dans le marketing. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans le marketing au sens de publicité, le chiffre n'était pas dans le documentaire, mais c'était, aujourd'hui c'est plus de 500 milliards de dollars annuels dépensés en publicité. Donc les entreprises, au niveau global, dépensent tous les ans, je parle juste en publicité, parce qu'il y a des activités que fait le marketing qui ne sont pas de la publicité. C'est plus de 500 milliards de dollars par an, en publicité essentiellement. Il ne nous a pas échappé que nous sommes dans une période de crise, et la crise induit une pression
aujourd'hui sur les dépenses marketing. Vous êtes une entreprise, ça va mal, vous vendez peut-être un petit peu moins vos produits ou vos services, donc vous regardez de près votre budget marketing en vous disant est-ce que c'est vraiment efficace? C'est un petit peu votre question. Le neuromarketing arrive avec cette promesse en disant ben moi, je vais produire un nouveau marketing, de nouvelles méthodes marketing qui vont être plus efficientes. C'est ce que disait le PDG de, je crois que c'est Neurofocus d'origine indienne. Il disait, moi, chaque dollar, il faut que je sois sûr que je mets un dollar, ça marche. Vous avez remarqué peut-être, enfin tout comme moi je l'ai remarqué parce que je l'ai vu plusieurs fois, sur les 20 premières minutes de ce documentaire, les personnes qui interviennent, qui sont interviewées, le mot le plus récurrent, qui revient le plus souvent, c'est directly, directement. Cette idée d'aller à la source, voir directement dans le cerveau. On ne pose pas de questions aux gens. On regarde directement dans leur cerveau. C'est ce que dit le PDG là, de Neurofocus. C'est-à-dire court-circuiter donc l'interprétation. On s'est rendu compte que les focus group, les sondages, etc., ben, les gens ne disaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Ou entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, il y avait, comme dit le documentaire, un gap. Donc forcément, si vous êtes en charge d'un budget marketing dans une grande entreprise, pourquoi continuez-vous à dépenser des millions pour faire des focus group, des sondages, etc., si vous savez que ça ne marche pas? Ce qui veut dire que, avant de nous vendre des produits, le marketing, le cabinet de marketing, etc., doivent vendre leurs services aux entreprises pour pouvoir réaliser des publicités, etc. Les clients, il ne faut pas oublier que les clients de ceux qui font du marketing sont les grandes entreprises qui donnent donc des budgets pour faire des publicités, des campagnes marketing, etc. Même s'il y a des responsables marketing dans des grosses structures, la plupart du temps, il faut appel à des prestations externes. Et là, nous en avons vu le gratin, si je puis dire. Essentiellement des gens qui sont influents, des gourous ou des entreprises qui sont, soi-disant, innovantes sur ce sujet-là. Connaître les préférences et les besoins des consommateurs est certes une définition du marketing. Marketing, ben, qu'est-ce que vous préférez? Il y a un leitmotiv, un slogan marketing qu'a repris Apple, mais qui existait bien avant. C'était l'expression, en substance, ce que les gens veulent, je ne sais pas, de toute façon, on va leur dire ce qu'ils veulent. Ça ne nous intéresse pas tellement de savoir ce que les gens veulent. On va leur dire ce qu'ils veulent. Ils veulent un iPod, ils veulent ceci, ils veulent cela. Anecdote que je rappelle souvent, c'est celle de... Il se trouve que la norme GSM du téléphone mobile a été inventée en France, au CNET, centre de recherche anciennement de France Télécom. Et France Télécom, la partie R&D et marketing, a travaillé un petit peu à l'ancienne. Ils sont allés voir les gens en leur demandant un téléphone portable, est-ce que ça vous intéresserait? Vous vous y voyez? Vous l'achèteriez? Les gens, personne n'avait de téléphone portable. Je leur ai dit, non, je n'ai pas besoin d'un téléphone portable. Ça n'a aucun sens, je n'en ai pas besoin. Alors, ils n'ont pas lancé de produit téléphone portable. Et puis, c'est un Nokia, la Finlande, qui a racheté, qui a fait la fortune de Nokia, parce qu'eux, ils ont dit, ben, les gens, ils n'en veulent pas, mais on va le vendre quand même. Si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, ils ont besoin de rien, ou ils n'ont certainement pas besoin de quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc, si vous voulez innover, il faut faire en sorte que le marketing persuade les gens qu'ils ont besoin de quelque chose dont ils n'ont pas besoin, et dont ils ne connaissaient peut-être même pas l'existence. Ce qui est le cas pour les nouvelles technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est une phrase qui, je crois, vous a fait un peu sourire. C'est toujours notre fameux, je vais dire presque clown, mais PDG de Neurofocus, qui dit « Aujourd'hui, chacun a le sentiment d'être pauvre. Même Bill Gates a le sentiment d'être pauvre. » Alors on rigole, mais il y a quelque chose, il y a une certaine vérité dans cette phrase-là. C'est de savoir c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant dans cette phrase-là, même si elle est énorme. Bill Gates, première fortune ou deuxième fortune américaine, que la sensation d'être pauvre, peut paraître aux antipodes de la vérité. Et pourtant, nous sommes quand même dans un contexte de crise, donc.
Ça veut dire quoi un contexte de crise? C'est un contexte dans lequel on perd des repères. L'avenir devient incertain. On a vu et on voit des fortunes, des grandes compagnies, des grandes banques, qui étaient les représentantes de la stabilité et de la durabilité, s'effondrer. Dans ce sens-là, on peut comprendre qu'un Bill Gates se dit, bon, ben voilà, il suffisait qu'il leur ait imaginé qu'il ait donné son argent à Madoff, et voilà, il était fait, comme d'autres. Steven Spielberg, Bois, qui donnaient leurs économies à Bernard Madoff. La crise donc nous fait perdre nos repères, elle rend l'avenir incertain, un sentiment de précarité, de discrédit et de perte de confiance généralisée. Et effectivement, ce sont des facteurs qui aujourd'hui apparaissent à tous les niveaux. Et qui font peur également aux gens qui font du marketing, qui ont besoin de se réinventer, d'où le neuromarketing, ben, c'est la nouvelle lessive qui lave plus blanc que blanc. Alors au début, ça fait peur. Comme vous l'avez souligné, à la fin du documentaire, on se rend compte qu'il faut peut-être relativiser un petit peu les choses, et j'y viendrai tout à l'heure. 80 à 90%, ça c'est des chiffres qui sont livrés dans le documentaire, 80 à 90% des produits échouent dès leur première année de commercialisation. Au bout d'un an, le produit n'existe plus. Ça a été un échec la plupart du temps. Et pourtant, tous ces produits ont été lancés avec des études marketing en amont. On ne lance pas un produit aujourd'hui comme ça dans la nature s'il n'y a pas au moins un modèle d'affaires, une estimation des marges, une étude du marché. Donc ça veut dire qu'il y a le fameux gap. Ce qui veut dire que les gens du marketing font eux-mêmes le constat des défaillances du marketing pour pouvoir justifier une nouvelle approche en matière de marketing qui s'appuie sur les neurosciences et qui s'appelle le neuromarketing. N'oubliez pas que les clients des marketeurs, comme je l'ai dit, ce sont d'abord les grandes entreprises. À vous, ils ne vous vendent rien, entre guillemets, au sens où vous ne payez pas quand vous regardez une publicité. La plupart du temps, quand vous payez, précisément, vous n'avez pas de publicité. La promesse donc du neuromarketing, c'est de ne pas, ça je cite ce qu'il dit dans le documentaire, c'est de ne pas passer par la langagisation, un néologisme qu'a prononcé un chercheur, dans ces procédés. C'est-à-dire, on court-circuite la parole. Notamment, on va dans l'inconscient, dans le subconscient, dans les émotions, etc. Ça pose quand même un problème. Peut-être pas tous des analystes, des psychanalystes et des fervents lecteurs de Lacan, mais on connaît Lacan par ces petites phrases, et vous avez peut-être entendu celle-ci, que l'inconscient est structuré comme un langage. Si effectivement l'inconscient est structuré comme un langage, on ne peut pas s'en tenir à dire il y a le langage et ensuite il y a des couches qui n'ont absolument rien à voir avec le langage. Ça veut dire que on n'est pas dans des frontières hermétiques, un petit peu comme le condamne le documentaire à la fin en disant ouais, cerveau reptilien, mammalien, néocortex. C'est vrai que ces différents cerveaux existent, mais ils ne sont pas hermétiques entre eux, et où commence et où finit le langage, personne n'est encore capable de le dire de manière très précise. Toujours est-il que la rationalité, d'une part, le politique d'autre part, c'est-à-dire le vivre ensemble, et le culturel repose sur le langage. À un moment donné, il est question de religion. Et il y a une erreur qui est faite dans le documentaire, me semble-t-il, quand ils disent que la religion, c'est le cerveau mammalien, c'est-à-dire des mammifères, avec les émotions. Non, que je sache, il n'y a pas de religion chez les animaux. Donc ça veut dire que tous les éléments culturels, religieux, ça fait partie du culturel, c'est-à-dire le culturel, j'entends le culturel au sens presque anthropologique du terme, c'est-à-dire ce qui fait que nous avons un certain type de comportement. De manière basique, ça peut être métro, boulot, dodo. Ça s'inscrit dans les éléments culturels. Allumer sa télé le soir pour regarder le 20h. Ça s'inscrit dans des éléments culturels. Faire la fête à telle date, commémorer des anniversaires, etc. À un moment donné, on fait tous les choses en même temps. Ce sont des éléments culturels, et le culturel au sens large, c'est ce qui guide nos comportements, ce qui nous permet de nous guider dans nos comportements. Vous comprendrez aisément pourquoi. La remarque que faisait tout à l'heure Britt sur celui qui a inventé le marketing et les public relations, Edward Bernays, neveu de Freud, vous comprenez très vite pourquoi il s'est emparé, le marketing s'est emparé des industries culturelles. En s'emparant des industries culturelles, en les finançant, grâce à la publicité,
Eh bien, on prenait les commandes et les manettes de ce qui guide les comportements des gens. Et c'est ce qui permettait à dire un sénateur américain dans les années 1914, « Trade follow films ». Le commerce suit les films. Vous vendez mes films, vous regardez mes films, après vous achèterez mes produits. C'était la stratégie des Américains après la Première Guerre et encore plus après la Deuxième Guerre, notamment avec le plan Marshall. Je vous ouvre tous les crédits, mais il faut passer les films hollywoodiens. C'est la condition sine qua non. Forcément, quand on est en ruine, c'est une aubaine. Et on n'imagine pas le pouvoir qu'a le culturel. Donc aujourd'hui, les industries culturelles, la télévision, les radios, les médias, etc. Et ça se rejoue, j'en parlerai tout à l'heure, sur aujourd'hui le web, Internet, ça fait partie des industries culturelles, sont les enjeux majeurs pour lesquels les marketing doivent se positionner, parce que c'est à partir de là, le culturel, c'est-à-dire que les comportements sont développés, appris, etc. Court-circuiter le langage, donc c'est aussi la volonté d'aller, comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient et donc d'aller vers le subconscient. Le choix, à un moment donné dans le documentaire, à peu près à 20-30 minutes, le choix des consommateurs, sous-entendu, ne repose plus maintenant sur des éléments de raison. On le sait depuis un certain temps quand même. Mais sur des émotions. Et là, il donnait l'exemple de Phineas Gage, celui qui a pris une baramine dans le cerveau. Une partie du cerveau est partie, et on s'est rendu compte qu'il avait un comportement qui était, c'est dit dans la petite animation qui est proposée, qui fait que son caractère a totalement changé. Donc sa personnalité a totalement changé parce qu'il y avait des parties du cerveau. C'est ce qui a permis de se rendre compte que certaines parties du cerveau étaient en charge de telle partie du comportement, un aspect plus rationnel, plus émotionnel, etc. Quand le documentaire dit que c'est le même cerveau qui est à la fois rationnel et émotionnel, oui, mais ce ne sont pas les mêmes circuits, ce n'est pas la même circuiterie neuronale qui est activée dans des situations rationnelles et dans des situations émotionnelles. Certes, ce sont des circuiteries d'un cerveau, mais ce ne sont pas toujours les mêmes circuits qui sont utilisés en fonction des éléments soit rationnels, soit émotionnels. L'émotion, nous est-il dit, est ce qui fait la différence. La différence au sens où, ce n'est pas explicitement abordé dans le documentaire, mais nous sommes. D'abord, pourquoi est-ce l'acte d'achat qui est souvent pris, hein? Vous l'avez vu, les scientifiques, même quand ils ne travaillent pas pour le marketing, font des expérimentations sur des situations d'acte d'achat ou de prise de décision d'achat. D'abord parce que ce sont des situations qui sont très courantes et qui se prennent rapidement. Vous êtes devant votre supermarché, il faut choisir entre le produit A et le produit B, il faut que ça aille très vite. Et comme il faut que ça aille très vite, vous n'allez pas passer X temps devant le produit vaisselle ou devant les brioches, etc. Donc il faut aller très vite. Et quand il faut aller très vite, forcément, c'est l'émotion qui prend le dessus, ou en tout cas, des circuits neuronaux qui sont automatiques, j'allais dire, en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la décision, en fait, à votre place. Vous allez être confronté à votre choix, et puis vous allez prendre quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment justifier pourquoi vous avez pris ça. C'est pour ça que si on vous avait posé la question avant de prendre l'achat, vous auriez dit peut-être de manière rationnelle, bah, tiens, celui-là. Et puis effectivement, vous avez pris le pourquoi. Parfois, on n'est même pas capable d'expliquer ses choix. Parce qu'il y a quelque chose dans notre cerveau qui a pris la décision à notre place, parce qu'il y avait un circuit, un automatisme, parce que nous sommes faits d'automatisme. Vous vous levez le matin, la manière de mettre ses pieds, de toucher son réveil. Vous remarquez que quand vous vous levez, au moins la première minute, quand vous vous levez de votre lit, il n'y a rien qui n'est décidé. Que des automatismes. Vous mettez les pieds à peu près au même endroit, les pantoufles sont là, vous avez le geste qui vous permet d'éteindre le réveil dans la nuit. Tout ça, ce sont des automatismes. Vous vous réveillez, mais en fait, vous n'êtes pas encore réveillé. C'est-à-dire qu'une partie de votre cerveau, celle qui est capable de prendre des décisions nouvelles, n'est pas encore réveillée. Et pourtant, vous pouvez vous lever, commencer à prendre le petit déjeuner, et à un moment donné, commencer à penser à la journée. Alors là, c'est une partie du cerveau qui n'est pas du tout gérée par des automatismes, qui va commencer à prendre le relais. Ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que la circuiterie, et j'insiste vraiment sur la circuiterie, parce que ce sont vraiment des circuits de neurones qui se frayent, qui se constituent dès la jeunesse, ce qu'on appelle la... Au moment où je veux parler, j'ai oublié le nom, la formation des synapses, la synaptogénèse, voilà, c'est la même chose mais de manière un petit peu plus pédante.
quand un enfant naît, en fait, il a, on va dire qu'il est au maximum de ses potentialités, au sens où tout peut aller dans toutes les directions, rien n'est encore figé. Et précisément, l'apprentissage que doit faire un enfant, qui est notamment un apprentissage moteur, basé sur la motricité, sur le toucher, etc., des choix vont se faire. C'est-à-dire, le circuit va passer par là, il ne va pas passer par là, c'est-à-dire que finalement, l'enfant construit son infrastructure, ses autoroutes, si vous voulez accepter cette métaphore, des choses qui sont en dur, sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour aller plus loin, pour prendre des décisions, parce que si nous devions en permanence prendre des décisions rationnelles sur chacun de nos gestes, nous ne serions incapables d'avancer. Ce qui veut dire que nous sommes portés par des décisions automatiques, par la circuiterie qui s'est formée dans notre cerveau. C'est pour ça qu'à Ars Industrialis, nous avions insisté sur les méfaits de la télévision, et notamment dès les plus jeunes âges. Si vous mettez un enfant devant la télé, un enfant entre 0 et 3 ans devant la télé, et c'est valable ensuite également quand ils sont adolescents, mais c'est encore plus dangereux, si je puis dire, quand c'est un enfant entre 0 et 3 ans, vous remarquerez tout de suite, il vous fout la paix. C'est automatique. Il vous fout la paix, pourquoi? Parce qu'il est capté. Souvenez-vous, dans les tests, il disait il y a 3 composantes qu'on mesure, c'est 1, l'attention, 2, l'émotion, et 3, la mémoire. Quelque chose qui m'a surpris, moi, c'est quand il a dit l'attention, on l'a toujours. Toujours l'attention. Effectivement, vous mettez quelqu'un devant un écran, ça bouge, tac, il y a l'écran. C'est pour ça qu'on voit des écrans partout. Dans n'importe quel commerce, même supermarché, il y a un écran. Parce que si vous êtes obligé d'attendre quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas votre téléphone ou vous regardez votre propre écran, vous allez regarder l'écran qui est mis à la disposition. Ça, c'est le cerveau reptilien. Il y a quelque chose qui bouge dans mon horizon, tac, je le regarde. Il n'y a pas besoin de... Il y a pas magique, à partir du moment où je lui mets une pub, il est en train de regarder, il va la regarder. Est-ce qu'il va avoir des émotions? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ses souvenirs, mais l'attention, il dit, c'est gagné. Le problème est que quand vous mettez un enfant entre 0 et 3 ans, au moment où ces neurones, ces synapses se forment, comme elles se forment grâce à sa motricité, le fait qu'il touche, qu'il roule, etc., il est immobile devant la télé, ça veut dire que ça court-circuite la formation de ces synapses. Et donc ça a des effets ravageurs sur le cerveau des enfants, et ça produit notamment ce qu'on appelle en américain l'attention deficit disorder, ces enfants qui sont turbulents, qui n'arrivent pas à se calmer, qui ont des problèmes d'attention, qui est largement souligné par des études qui sont citées dans les bouquins qu'on a publiés à Ars Industrialis, où là les chercheurs américains et allemands ont fait des études sur 30 ans, suivi des populations. Donc là-dessus, on ne revient pas là-dessus, on connaît les méfaits. Vous mettez un enfant de 0-3 ans devant la télévision, c'est comme si vous lui mettez son cerveau dans un blender. Ça lui explose la tête. C'est exactement le même effet. Et pourtant, on n'incite pas. Nous avons mené une campagne contre une chaîne de la Baby First, contre une chaîne de la Fox. Nous avons gagné, entre guillemets, puisqu'elle est désormais interdite d'émettre depuis la France. Mais elle l'émet depuis l'Angleterre et les programmes sont disponibles sur le câble pour Canal J, c'est Baby First, la chaîne. Donc voilà, donc la problématique du cerveau aussi se joue notamment avec les industries culturelles. Pourquoi? Parce que, évidemment, passer de la pub ou des comportements à un enfant de 0-3 ans, c'est un consommateur potentiel derrière, quels que soient les effets secondaires, qu'il ait des difficultés de se concentrer, etc. À la limite, c'est encore mieux, puisqu'on peut lui vendre de la Ritaline, des médicaments pour compenser ça. Donc, plutôt que de faire un enfant sain, si on le rend malade dès le début, forcément, ça va augmenter le chiffre d'affaires pour chaque personne. Et, voilà. C'est un petit peu les effets de travers qu'on retrouve sur le PIB en France, la manière dont on mesure une richesse en France. Vous avez une rivière qui coule, pas de problème, pas de pollution, elle ne rapporte rien au PIB. Si vous la polluez, ça rapporte. Il faut faire des travaux, tout ça, ça rapporte énormément, ça fait croître la richesse d'un pays. Donc la richesse d'un pays, finalement, proportionnelle à la capacité qu'il a à détruire son environnement, etc. Donc ça pose des problèmes en termes, évidemment, d'évaluation de la richesse d'un pays. Donc petite parenthèse sur les enfants par rapport aux médias. Alors maintenant, l'émotion, on passe de l'émotion, dans le documentaire, on passe rapidement de la rationalité, l'émotion, et au réflexe. Il faut rappeler quand même un élément qui est important, notamment dans la théorie freudienne, c'est la distinction entre pulsion et désir. Et c'est une distinction qui n'est pas faite dans le documentaire, et la plupart du temps qui n'est pas faite du tout, même par les psychanalystes. Pulsion, ça relève vraiment de ce qu'on a appelé, ce qu'ils ont appelé le cerveau reptilien, l'agressivité,
la peur, la fuite, enfin des comportements vraiment très primaires, au sens où c'est la première forme du cerveau qui est porteuse de ces réactions. Mais n'oubliez pas que ce cerveau, dans l'hypothalamus reptilien, c'est celui qui rappelle en permanence à notre cœur qu'il faut battre. Hein, parce que le cœur ne bat pas tout seul. C'est parce que le cerveau, à chaque fois qu'il y a un battement de cœur, lui dit « vas-y, vas-y, vas-y ». Alors forcément, si on devrait nous-mêmes s'occuper de vas-y à notre cœur, on aurait le temps de rien faire. C'est pour ça que ça, c'est automatisé. Et c'est très bien que ce soit automatisé. Ça nous permet de penser à autre chose et de faire autre chose. Il y a plein de choses qui se passent dans mon corps dont je n'ai absolument pas confiance. Ça marche tout seul. Ce qui me permet, moi, de me concentrer sur autre chose. Et Dieu merci. Toujours est-il qu'il faut faire la distinction entre les pulsions et le désir. Dans la théorie freudienne, la libido, c'est précisément ce qui va faire que la pulsion est réfrénée, c'est-à-dire je me contrôle. Et dans cette manière que j'ai de contrôler, la pulsion, ça passe par la libido et ça se transforme en du désir. En notre sens, je sublime. C'est très important. Par exemple, très jolie femme ici, je me retiens, je ne leur saute pas dessus. Hein, c'est une question de culture, ça aussi. Parce que la culture, c'est ce qui précisément permet de vivre ensemble. Et si tout le monde se sautait dessus, si tout le monde s'agressait, comme on le voit en France dans les lieux à Grenoble, j'ai entendu des actualités, un mauvais regard. Un mauvais regard, et puis donc la mort. Donc ça veut dire que dans une couche de la population, il n'est pas forcément les banlieues, hein, il y a, avec les médias, avec la publicité, avec le fait de taper sous la ceinture en permanence, la généralisation de comportements pulsionnels. Et ceux qui vivent dans les pulsions sont incapables d'être heureux, parce qu'ils sont incapables précisément de sublimer et donc d'avoir des désirs. Ils n'ont plus de désirs. Quelqu'un qui n'a plus de désirs, c'est quelqu'un qui devient très très dangereux. Ça veut dire que toutes ces pulsions, il n'a pas été capable de les sublimer, c'est-à-dire de le transformer en autre chose. Au lieu de sauter sur les filles, eh bien, je peux apprendre à les aimer. Tout à fait différent. Or, la publicité, quand effectivement elle tape sous la ceinture, quand elle essaie d'envoyer des messages pour lesquels le potentiel consommateur va répondre de tac au tac de manière pulsionnelle, forcément, on expose ces gens-là à avoir des attitudes pulsionnelles et entre guillemets, on ne cherche pas à les élever. Pourquoi on chercherait à les élever? Si on cherche à les élever, ils viennent dans le langage, ils sont capables de mettre des mots sur leur émotion, ils sont capables de sublimer leur pulsion, ça devient encore plus compliqué de leur vendre des choses. Or, ce que dit cet enfoiré, parce que c'est vraiment un enfoiré, le consultant français là, qui parle aux Américains, et qui leur explique que le cerveau reptilien, ce qui va être formidable, c'est qu'il est basique, et donc on peut le prédire. Quand vous avez réduit quelqu'un à ses instincts, à ses pulsions, vous savez automatiquement comment il va réagir. Vous lui dites rouge, il crie, il a peur. Vous lui dites achète, il achète, entre guillemets, en tout cas il veut le croire. Donc c'est très intéressant pour le marketing, de ne pas élever l'homme, mais de le rabaisser à un niveau pour lequel il est prédictible. Ça, c'est un discours qui, pour moi, ça ne peut pas passer, quoi. C'est un vrai problème. Tout à l'heure, j'ai remarqué que les tests qui étaient faits, on lit 3 parameters, nous dit le gars de Neurofocus. Attention, émotion et mémoire. L'attention, disent les ingénieurs ou les scientifiques devant les écrans, c'est facile à avoir, j'ai noté. L'émotion, c'est bien d'avoir des variations. Il a dit, c'est bien que ça monte, ça descend. Si c'est trop haut, c'est comme le micro, si je parle pas, ça sature et c'est très désagréable. Donc il faut bien avoir des variations. Et la mémoire. Enfin, la mémoire. Quand les choses, ça c'est ce qu'il disait, quand les messages s'inscrivent surtout à la fin, dans les posts publicitaires, c'est pour ça qu'on voit généralement les marques à la fin, c'est bon parce que là, c'est le moment où on retient bien. Mais le documentaire, c'est là, je pense que c'est un documentaire d'une grande honnêteté, c'est à partir de là, il dit, mais après tout, c'est là où il commence à remettre en cause un petit peu le neuromarketing en disant, mais est-ce que le fait de se souvenir, ça, mécaniquement, ça permet de faciliter ou d'augmenter l'acte d'achat? Ce que disent les gens qui sont interviewés, c'est, ben non, il ne faut pas du tout montrer. C'est pas parce que je me souviens que je vais acheter plus facilement. Moi, je relativiserais un peu ça, parce qu'on peut passer du temps devant des publicités en disant c'est nul, mais le fait de le voir, ça modifie certains circuits qui marchent précisément en mode automatique,
Et donc c'est comme si une autoroute s'était faite à notre insu, et dans une situation où je n'aurais pas le temps de réfléchir, je vais prendre l'autoroute, c'est-à-dire ce qui a été écrit dans le cerveau. Jusqu'à présent, on avait parlé de lire dans le cerveau. Maintenant, on parle d'écrire dans le cerveau. C'est deux choses qui sont proprement différentes. Et en même temps, je tiens à souligner que, effectivement, c'est une question d'écriture. Inventer l'écriture, écrire des textes, écrire sur des appareils analogiques, anciennement la photo, la radio, la télévision, aujourd'hui écrire avec le numérique, mais également écrire au sens écrire dans le cerveau, tout ça c'est des problématiques d'écriture et de lecture. Le politique, historiquement tel qu'il est fondé en Grèce, n'existe qu'avec l'apparition de l'écriture. C'est-à-dire à partir du moment où je peux publier des lois, c'est-à-dire les rendre publiques. Je les ai écrites et elles sont publiques. C'est à partir de là qu'une situation politique peut émerger, précisément parce qu'elle a la possibilité de rendre public. Et c'est en même temps là que s'invente la distinction entre public et privé, qui n'existait pas avant. Privé, c'est pas publié. C'est ça la différence entre public et privé. Et c'est l'invention de l'écriture comme outil de publication, c'est-à-dire de rendu public, notamment des lois, qui va instaurer l'espace public. C'est l'espace où on publie. La distinction entre public et privé n'existait pas avant l'apparition de l'écriture, notamment son utilisation pour écrire les lois. Est-ce que je peux Oui, juste sûr. demander si quelqu'un a envie de rebondir, soit sur le film, soit sur ce que vient de dire notre philosophe. Voilà, vous levez la main et moi en attendant, toi tu as commencé par nous raconter que tu as vu le film 4 fois. Moi aussi d'ailleurs, 3 fois. Et il y a quelqu'un dans l'assistance, c'est Laurent, qui l'a vu pour la 2e fois. Il est revenu pour la 2e fois. Est-ce que toi aussi tu as eu cette découverte pour la 2e fois? Est-ce que tu as vu autre chose? Est-ce que tu peux nous en parler de tes impressions pour la 2e fois? Ou nous dire pourquoi tu es revenu une 2e fois? Peut-être il y avait des points d'interrogation la première fois. Parce que tu l'as invité, il n'a pas pu refuser. Bonsoir. Si je suis venu, c'est tout simplement parce que j'ai vu autre chose. Sur Internet, on a la possibilité de voir énormément de documents. Et là, je suis intéressé par tout ce qui est les liens entre le conscient, l'inconscient, l'hypnose. Voilà. Donc, cet été, je me suis amusé à bouquiner un livre qui s'appelle « Démocratie sous hypnose », qui est très intéressant. C'est tous les mécanismes, comment est-ce qu'on manipule les foules à leur insu en jouant sur l'inconscient. Donc, pourquoi je suis venu? Entre autres pour votre invité, tout simplement. Voilà. Merci. Il y avait quelqu'un d'autre, une dame qui est venue pour la 2e fois. Est-ce qu'elle est dans la salle? Est-ce qu'elle a des choses à dire? Elle est repartie? Non, c'est madame. Ah, c'était où? Mais est-ce que vous avez vu autre chose la 2e fois? Oui, parce que je pensais qu'il était beaucoup plus dramatique la première fois, et la 2e fois, j'étais presque un petit peu déçue du fait qu'on ne connaisse pas aussi bien que ça le cerveau, et que rien n'était vraiment acquis finalement, malgré tout ce marketing qui est le centre du film. Mais il faut dire que le film a été tourné quand même en 2009. Il est sorti fin 2009-2010, et je vous ai dit, les neurosciences, ça tourne à toute vitesse. Hein. Maintenant, c'est peut-être mieux, hein, comme ça. D'autres remarques, rebondissements à ce que... Ouais, moi je vais terminer en fait sur le sentiment que j'ai à la fin du documentaire maintenant, c'est que effectivement j'ai eu cette sensation où ça se dégonfle. On se rend compte que le neuromarketing, en fait, c'est quelques gourous qui ont sorti un livre et les scientifiques eux-mêmes disent, bon, l'idée qu'il y a un bouton push pour acheter inscrit au fond du cerveau reptilien, ça ne tient pas la route. Et c'est pas parce que scientifiquement ça ne tient pas du tout la route que quand on lâche ça dans la société, ça ne peut pas avoir des effets. Notamment sur les enfants, sur les comportements, sur les gens qui tuent à cause d'un mauvais regard. Donc vous pouvez avoir des choses qui sont scientifiquement faux, mais quand vous les lâchez dans la nature, ça peut avoir des effets qui sont bien réels et proprement toxiques. Cette question du cerveau, pour nous, là je dis nous au sein de l'association Ars Industrialis avec Bernard Stiegler, c'est une question que nous traitons à partir des traces. Ce
ce que les gens regardent, c'est des traces. Parce que si on peut voir le cerveau, c'est parce que c'est soit l'afflux sanguin, soit une polarité électrique, parce que c'est quand même une machine énergétique, le cerveau. Donc si on regarde la trace, et de cet organe-là, ce qui nous fait dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus efficace aujourd'hui pour vous suivre, pour nous suivre à la trace, que de nous passer, parce que tout le monde ne va pas passer dans un IRM. On n'a pas encore le petit appareil que décrivait le scientifique à la fin, où on pourra ausculter le cerveau de son voisin, ça n'existe pas encore. Mais nous suivre à la trace sur le web, sur Internet et dans les réseaux sociaux, c'est pas simplement quelques gourous qui font ça, c'est déployé de manière industrielle. Et ça marche très bien. Les investissements, le budget marketing va aujourd'hui dans ce qu'on appelle le marketing en ligne. Pourquoi? Parce que eux ne lisent pas notre cerveau, mais ils lisent toutes les traces du comportement que nous laissons quand nous surfons sur Internet. Les sites que nous visitons, on va laisser toute cette histoire, je pense, les sites que nous visitons, les mots-clés que nous avons tapés dans un moteur de recherche, etc. Toute notre pratique numérique est tracée. Et ça, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui que l'histoire du neuromarketing, qui est en fait un phénomène journalistique médiatique, parce que ça évoque en nous une forme de répulsion ou de méfiance, mais quand on regarde le documentaire, il ne verse pas dans cette démarche-là. Et pourtant, quand on le voit pour la première fois, on a cette sensation-là. Si on l'a, ça veut dire qu'on l'attendait. Quand on s'attend à voir un film sur le neuromarketing, on s'attend presque à se faire peur, en se disant « mais jusqu'où vont-ils aller? Je vais le découvrir dans le documentaire ». On trouve quelques gourous et on se rend compte que c'est plus, je pense, pour moi, aujourd'hui, un phénomène journalistique et médiatique qu'un phénomène scientifique et massif, ce qu'il deviendra peut-être un jour, parce que les progrès, ça va très vite, comme tu le soulignais, le documentaire date d'il y a 3 ans, et ce qui n'exclut pas que la situation change. Mais aujourd'hui, en termes d'analyse de notre comportement, de nos traces, c'est pas tellement en allant voir dans notre cerveau, mais en voyant le comportement que l'on a sur le web, que là, on est capable de tracer un profil. Les moteurs de recommandation marchent très bien sur Internet, ça fait du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment très industrialisé. C'est pour ça qu'Ars Industrialis, nous parlons d'une organologie générale. Alors qu'est-ce que c'est l'organologie générale? Le terme fait référence est utilisé dans le domaine de la musique, où on parlait de l'ensemble des organes, on faisait une organologie générale au sens de l'ensemble de ces organes que sont les instruments de musique. Trompette, le saxophone, le piano, etc. C'est une sorte de classification dans l'ensemble des organes, des instruments, qu'on appelle des organes. Et nous reprenons, c'est Bernard Stiegler qui reprend ce terme en disant qu'il faudrait faire une organologie générale. Alors, tiens, organologie générale, mais qu'est-ce que ça veut dire un organe? Il y a 3 organes en fait. D'abord, je dis d'abord, et c'est à dessein, l'organe technique, au sens de l'outil, ce qui prolonge mon corps, tous les objets, les sièges sur lesquels vous êtes assis, le bâtiment qui nous abrite, les lumières, les téléphones que vous avez dans vos mains, la montre que vous avez à votre poignet, les lunettes qui vous permettent de voir, tous ces objets qui sont des organes qui nous augmentent d'une certaine manière, qui nous permettent de vivre, les vêtements qui nous permettent d'avoir chaud, etc. Nous sommes profondément des êtres techniques en ce sens-là, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans ces organes techniques, qu'on va appeler les objets techniques, mais ce sont des organes avec qui nous interagissons. Ça, c'est le premier organe. Deuxième organe, c'est ce qu'on a vu là. C'est moi, mon corps, mes bras, mes organes, mon cœur, et cet organe un petit peu particulier qui est le cerveau. Je dis un petit peu particulier parce que c'est celui qu'on n'arrive pas encore à greffer. On n'a pas encore vu je prends le cerveau d'un tel et je le mets sur le corps d'un autre. Ça en fait fantasmer beaucoup. Ça va vite. Moi, je pense qu'on va y arriver. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'on va y arriver. Avec de la casse, mais on arrivera à faire quelque chose. Je n'imagine pas qu'à terme, on ne le fasse pas. Peut-être qu'un jour, mon cerveau sera dans un de vos corps, là, parmi vous, qui sait. Donc prenez soin de votre corps, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Je ne pense pas qu'on le reverra, mais ce qu'on appelle le post-humanisme, aux États-Unis, c'est des propositions qui sont très fortes et très influentes. Les gens de Google sont dans cette ramification-là. C'est l'idée de
pouvoir télécharger, pas simplement là, de mettre un cerveau de quelqu'un sur le corps d'un autre, mais de pouvoir télécharger le cerveau pour le mettre dans les ordinateurs, essayer de trouver une autre forme de vie dans les systèmes numériques plutôt que porté par un corps qui lui peut mourir. Donc c'est cette idée de devenir immortel en téléchargeant son cerveau. Ce qui est encore plus peut-être abracadabrantesque que l'idée de mettre un cerveau sur une personne dans le corps d'une autre. Donc voilà, donc il y a ces organes, les organes que nous sommes tous, qui nous permettent d'être au monde, si je puis dire. Il y a les organes techniques et les organes que nous sommes avec ce cas particulier qui est le cerveau. Et puis il y a d'autres organes qui sont les institutions, les organisations. La famille, c'est une organisation, l'État, c'est une organisation, une réunion avec vos amis, c'est une organisation, c'est le collectif d'une manière générale. Aujourd'hui, l'organologie générale, c'est une démarche qui étudie des interactions entre ces trois organes. C'est ça l'organologie générale. Il se trouve, et ça c'est la thèse de Stigler, qui fait qu'il est radicalement nouveau dans le périmètre philosophique national, mais aussi international, je crois, c'est qu'il dit que le plus important de ces trois organes, c'est l'organe technique. Corroboré d'ailleurs par les études d'anthropologie de Leroy-Gourhan qui a expliqué que la formation du cerveau, etc., était induite par des pratiques techniques d'outils, du silex, etc. Ce sont les outils, quand nous les manipulons, qui en retour nous manipulent, c'est-à-dire influent sur notre évolution, sur le fait que nous devenons des hommes. C'est ce qui permet notamment de dire à Stigler, l'homme ce que c'est, je ne sais pas, parce que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un processus d'hominisation. Si vous me dites l'homme de maintenant, l'homme d'il y a 1 million d'années, l'homme d'il y a 2 millions d'années, est-ce qu'il existait? Je ne sais pas ce que c'est l'homme. Par contre, c'est un processus. Donc vraiment, ça devient. Et le fait que ça devient, c'est tout simplement parce que nous sommes des êtres techniques, nous sommes surdéterminés par les outils que nous utilisons. Et ces outils qui nous font évoluer d'un point de vue métamorphologique, qui font qu'on a un néocortex et on n'a pas juste un cerveau mammalien ou reptilien, c'est parce que nous avons eu des pratiques d'outils. Donc aujourd'hui, le niveau des études et des exigences serait le suivant, dans une organologie générale, c'est vraiment de voir à quel stade nous sommes, et il se trouve que le stade où nous sommes, c'est plus simplement l'écriture, je reviens à la question de l'écriture textuelle, alphabétique, sur du papier, l'écriture analogique, radio-télévision, ou maintenant l'écriture numérique. Nous sommes à une époque numérique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos esprits, dans nos organisations, grâce ou à cause du fait que nous soyons passés au numérique. C'est ce que nous appelons les études numériques, d'un terme générique, ou en anglais les digital studies, c'est-à-dire que chaque discipline, la psychologie, la sociologie, la philosophie, etc., doit voir quel est l'impact de l'évolution des techniques, et notamment aujourd'hui des technologies numériques, sur sa discipline. Et ça, c'est un travail universitaire et de recherche immense. C'est un chantier pour les 50 prochaines années minimum. Et c'est ce pourquoi nous militons actuellement, parce que les images de cerveau qu'on l'a vues, je vous l'avais dit en introduction, si on les voit, c'est parce qu'on a des outils numériques. Si on sait aujourd'hui un petit peu plus de choses sur les galaxies, c'est parce qu'on a, pareil, des télescopes numériques, pas simplement des télescopes optiques comme à l'époque de Galilée. Donc c'est toujours via les outils qu'on peut voir l'infiniment petit, l'infiniment grand, qu'on peut voir dans nos cerveaux, et ces outils aujourd'hui sont numériques. Donc il faut vraiment se poser la question du... Chaque discipline doit évaluer l'impact de l'évolution des technologies numériques sur sa discipline, que vous soyez linguiste, que vous soyez sociologue, que vous soyez vous-même ingénieur, etc., quel que soit le champ disciplinaire. Et ça, c'est un gros manque. C'est un gros manque, de toute façon, dans le système éducatif, le système de recherche français, européen, mais d'une manière générale mondiale. Il faut avoir vraiment ces études numériques qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle une organologie générale, et les questions sur le cerveau sont un exemple de ça. Celles que j'évoquais sur les traces sur le web en sont une autre, bien évidemment. Mais bon, peut-être laisser place à des remarques. Oui ? Je peux vous poser une question complémentaire? Attends, le micro. Bien sûr. S'il vous plaît. Je voudrais rebondir sur ce que... Il doit être vert. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Attendez. Non, il ne marche pas. Il Il doit est être devant vert. le bouton. Est-ce qu'il est allumé? Milieu, voilà. Et quand on ne maîtrise pas l'organe technique, on se sent un peu ridicule. Pas du tout. Je maîtrise l'outil. Très bien. Oui, je voulais donc, vous avez évoqué donc, l'organologie générale. Donc vous avez
précisez qu'il y a une interaction, une corrélation entre l'objet technique et ce que j'appellerais moi l'objet biologique, hein, à travers les organes, du corps, etc. Bon, peut-être que vous n'avez pas terminé votre démonstration. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est quel lien vous faites entre les deux niveaux que vous venez d'évoquer et le niveau institutionnel ou organisationnel. En fait, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand je donnais l'exemple de l'écriture qui a été utilisée pour rendre publique la loi. Cette technique, cet organe technique, cette invention qui est l'écriture, parce que c'est une invention technique, a modifié l'organisation au sens où on a vu apparaître l'organisation politique. Il n'y a pas eu des gens qui ont eu des idées, on va faire de la politique, et ensuite ils ont fait des lois. Non, c'est d'abord l'apparition d'un instrument technique qui est très précis, qui est l'écriture alphabétique, qui a modifié, qui a fait les conditions de possibilité pour qu'apparaisse la question politique telle qu'elle est apparue en Grèce. C'est pour ça qu'on parle généralement, quand on parle des Grecs, on parle du miracle grec. Mais c'est tout simplement parce qu'avant eux, il n'y avait pas d'alphabet, donc on ne savait pas ce que les gens disaient. Les hiéroglyphes, on peut interpréter. On n'est pas sûr qu'il a voulu dire exactement ça. Alors que quand vous avez le langage alphabétique, c'est une technique qui est vraiment à la lettre. Aujourd'hui, quand je lis un texte de Platon, je sais exactement ce qu'il a dit. C'est pas comme si je lisais des hiéroglyphes, je comprends le sens, mais je peux le dire de plusieurs manières. Là, Platon, je sais, il a dit exactement ça. Il a posé cette question. Donc forcément, quand on a un regard sur l'histoire, on voit les Grecs apparaître avec une flamboyance par rapport aux autres civilisations avant eux qui n'ont rien laissé, peut-être parce que simplement il y a l'écriture. Voilà. Oui. Donc je ne sais pas si j'ai répondu de manière concrète. L'importance de... Par exemple, aujourd'hui, le web, ce sont des technologies que moi j'appelle des technologies relationnelles. C'est-à-dire qu'elles modifient les relations. Par exemple, aujourd'hui on dira « tu es mon ami », mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand vous n'avez pas Facebook, ça n'avait pas du tout la même signification. Hein. Le terme d'amis, aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec des amis au sens des amis qu'on voit tous les jours, et pas simplement des amitiés numériques qu'on compte par centaines ou par milliers. C'est bien parce qu'il y a un instrument technique qui a modifié le rapport entre les organisations et les individus. Donc ces deux autres organes. Oui. Alors justement, vous évoquiez le fait qu'à l'époque de l'invention de l'écriture, effectivement, c'est ce qui a finalement cet outil technique qui a amené au développement de la politique, enfin de la société et de la politique. Et alors aujourd'hui, avec l'émergence du numérique, pour le coup, à ce stade de vos études et de vos recherches, vous pensez que ça va... Comment qualifieriez-vous ce que devrait induire dans les années, décennies et siècles à venir l'émergence de ce numérique? Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est du Stigler, hein, donc c'est pas du Christian Fauré, c'est du Stigler tel que moi je l'ai compris en tout cas. Donc tout ça pour vous inviter à essayer de voir sur internet ou des vidéos, etc., sur ces sujets-là qui vous permettront d'approfondir. D'abord, ce que nous disons, c'est que ces techniques, toutes les techniques, tous les objets techniques sont pharmacologiques. Ça veut dire quoi, pharmacologique? Ça vient de pharmakon, en grec, qui est le même mot qui signifie à la fois le remède et le poison. Au sens où, aujourd'hui, on dit « je prends mes drogues » quand on prend ses médicaments. C'est à la fois ce qui vous soigne et qui peut vous tuer. C'est une question de dosage. La technique, c'est pareil. C'est un pharmacon au sens où c'est une question de dosage. L'écriture, c'est dangereux. On peut blasphémer, on a vu récemment avec les caricatures, etc., les dessins, qui est une forme d'écriture, l'impact que ça peut avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit une pratique curative et bénéfique d'utiliser l'écriture d'une certaine manière, de faire des pamphlets, etc. On peut dénoncer grâce à l'écriture, et on se rappelle, puisque j'étais dans les exemples de Platon, que Platon dénonçait les sophistes. Qui étaient les sophistes? C'est ceux qui prétendaient tout savoir, tout démontrer, et c'était historiquement les instituteurs, hein, des jeunes Athéniens, qui apprenaient aux jeunes Athéniens qu'on peut tout dire, tout démontrer, tout et son contraire. Alors Platon arrive en disant non, vous utilisez les livres et l'écriture d'une mauvaise manière. Il y a des vérités, il y a des idées, il y a des choses, il y a des idées de justice, il y a des idées du bon. On ne peut pas dire tout est relatif, c'est pas possible. On ne peut pas mener une vie avec cette idée qu'on peut dire tout et son contraire en 2 minutes de laps de temps. Donc ça, c'était le débat de Platon sur cette question de l'écriture, qui se couple à un fait bien particulier, c'est que pour Platon, l'écriture, c'est le fait que je mets ma mémoire dans le texte. On fait ça tous les jours. Quand on écrit, c'est précisément pour ne pas oublier. C'est-à-dire qu'on se sert d'une technique
pour pallier aux déficiences de notre cerveau. Faites l'exercice aujourd'hui, regardez dans vos téléphones, vous faites certainement des numéros, vous composez des numéros de téléphone sans connaître le numéro. Si vous avez des smartphones, vous tapez papa, maman, mon enfant, ou quelqu'un de la famille, ou Pierre, mais vous avez oublié le numéro de Pierre. Parce qu'il est passé dans la machine. Et Platon dit, mais vous écrivez des livres, mais tout ce que vous écrivez dans les livres, vous ne l'avez plus dans la tête, puisque vous l'avez écrit. Et c'est pour ça qu'il condamnait l'écriture. Mais l'intelligence de Platon, c'était tout en condamnant l'écriture, lui-même il écrivait des livres. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans une approche binaire, c'est mal et on n'y touche pas. Non, c'est un pharmacone, c'est mal, ça peut être toxique, mais je vais quand même m'en emparer, je vais quand même écrire des livres pour vous dire qu'on peut faire autre chose avec l'écriture que ce que vous en faites. On peut très bien s'emparer du numérique et en faire autre chose que ce que fait Facebook. C'est pas parce que Facebook fait des choses catastrophiques et calamiteuses dans le numérique qu'il faut dire que le numérique c'est mal. Ça c'est vraiment très réducteur. On peut faire autre chose avec le numérique. Et nous l'avons vu avec le numérique précisément parce que ça a permis de faire émerger ce que nous appelons une économie de la contribution. Des choses comme Wikipédia, des encyclopédies en ligne. Moi je consulte Wikipédia tous les jours. Je travaille avec Wikipédia en permanence. Des choses qui font formidable. Je suis ingénieur dans le logiciel libre. Des outils et des logiciels formidables qui sont faits en termes de qualité par rapport aux outils propriétaires et commerciaux. Il n'y a pas photo la plupart du temps. Toute l'infrastructure d'Internet est faite massivement avec des outils développés de manière contributive en open source. Toute l'économie du numérique, le moteur, quand on soulève, c'est fait avec de l'open source. Donc il y a des choses formidables, il y a des opportunités d'économie de la contribution qui sont possibles, parce que nous sommes dans le numérique, et que dans le numérique, il y a une possibilité d'écriture sur le web. Chacun peut avoir un blog, peut écrire. Quand vous avez la télévision ou la radio, bah vous écoutez, si ça ne vous plaît pas, vous éteignez, mais difficile de passer à l'antenne, sauf si vous voulez gagner des millions. Ce qui n'est absolument pas le cas sur le numérique, parce que c'est une logique de contribution. Moi, je peux écrire sur ce nouveau média. C'est pour ça qu'il y a vraiment des choses très importantes qui se rejouent au niveau du numérique aujourd'hui, pour changer à la fois les individus en tant qu'organes, mais les organisations, la manière dont on fait les politiques, etc. Et nous sommes dans une période de turbulence, on l'a vu. Quand Wikileaks a sorti les dépêches, ça a eu un impact sur l'organisation qui est la diplomatie américaine, qui a compris qu'elle ne pouvait plus faire de la diplomatie comme avant. Donc ça, c'est un des impacts immédiats du numérique. En bien, en mal, nous renvoyons deux ados, les technophiles et les technophobes. La technique, on est parti avec. Et c'est ce qui nous détermine. C'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui grâce à la technique. Donc il ne faut pas la répudier, il ne faut ni la louer ni la maudire, mais il faut se dire comment je peux travailler avec pour faire qu'elle ne soit pas toxique, l'utilisation de cette technique, mais qu'elle propose des éléments curatifs de soins et pas de toxicité. Voilà. Je crois qu'il faut un peu dépasser, je ne sais pas. Alors, d'autres rebondissements, oui. Ça marche. J'ai deux images dans la tête. C'est la première, on voit comment dirais-je, un homme de science qui est en train d'expliquer à une commission qui me semble être à l'Assemblée nationale. Il leur explique un petit peu quand même ce qui risque de se passer. Donc, est-ce que le Comité national d'éthique est saisi de cela? Est-ce qu'ils ont une position? Parce qu'en fait, je pense que lorsque j'allais naître, Oppenheimer devait travailler sur la réaction en chaîne et il ne savait pas qu'un jour il y aurait Hiroshima. Donc, et je revois la deuxième image, c'est un professeur d'université à la fin qui dit bon, c'est pas pour maintenant, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc l'homme nouveau va arriver. Donc l'homme nouveau, s'il est totalement manipulé, quelle société, quelle armée on pense à l'armée hitlérienne, des hommes qui soient, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est assez effrayant quand même, si on se projette dans l'avenir. À propos du pharmacone que j'ai compris, parce que toute technique est un pharmacone, c'est-à-dire elle peut servir à rendre toxique la vie comme à la soigner. La chandelle, c'était aussi ça. Bon, un marteau, ça sert à enfoncer un clou, mais tous les ans, vous avez des meurtres par marteau en France. Bon, voilà. On ne va pas condamner les marteaux pour autant. Je ne dirais pas la même chose pour les armes. On sait très bien que les armes, c'est pas fait pour enfoncer des clous. Bon, Derrida, qui était le maître en philosophie, si je puis dire, de Jacques Derrida, qui était le maître de Bernard Stiegler, parlait de l'arme nucléaire comme le pharmacone absolu. C'est-à-dire qu'en termes de possibilités toxiques, c'est pas juste quelque chose qui est local, où une population peut s'adapter, voir si ça marche et éventuellement l'exporter. Aujourd'hui, on est d'entrée de jeu globale et avec des puissance technologique qui fait on vit sous la menace nucléaire depuis maintenant, on s'y habituait, mais depuis
la crise de Cuba, on va dire, depuis 62. C'est ce qui se passe un petit peu dans tout, parce qu'on vit dans une société globalisée et systémique. Il n'y a pas d'effet local aujourd'hui. On est immédiatement sur des effets globaux avec ces technologies. Facebook, 1 milliard, ont annoncé 1 milliard d'utilisateurs, des gens inscrits sur la plateforme Facebook. Un quart de l'humanité, en moins de 10 ans. Donc on est sur des phénomènes de masse qui vont très très vite, ce qui veut dire qu'il y a une exigence particulière à avoir au niveau politique, vous le citez, mais au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Avant, on pouvait se donner, bon, ben on verra au bout de 10, 20, 30 ans, et les rythmes technologiques ne cessent de s'accélérer. On est toujours face à des situations, à des potentialités en bien ou en mal, qui sont de plus en plus grandes à chaque fois. Et aujourd'hui, nous avons des mécanismes de décision, des mécanismes politiques qui sont totalement court-circuités. Le politique est, ça je pense que chacun le vit au quotidien, totalement court-circuité. Sur les questions économiques, sur les questions technologiques, sur les questions d'enseignement, sur les questions de prévention, sur les questions pharmacologiques, là au sens des médicaments, totalement déconnecté, si ce n'est influencé par les divers lobbies. Donc il y a une vraie préoccupation de que peut devenir le politique. Parce que politique, pour moi, ça veut dire prendre des décisions. Une instance politique, c'est précisément cette instance, cet organe qui a la capacité de prendre une décision collective pour tous, ce qu'on appelle le bien commun. Aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on ne sait pas si c'est notif ou si c'est pas nocif, et on le saura bien plus tard, comme par exemple les OGM avec les études qui ont été publiées récemment, même si on pouvait s'en douter un peu. Mais moi, je suis le premier à dire, je ne suis pas contre les OGM. Par contre, je ne veux pas que la politique des OGM soit exclusivement pilotée par Monsanto. Ça, c'est catastrophique. Mais ce n'est pas parce que Monsanto a une pratique des OGM que du coup, les OGM, c'est une mauvaise chose. Je vous le redis, c'est un pharmacone. C'est-à-dire, comment on l'étudie, comment on l'applique, comment le politique est capable de maintenir les décisions là-dessus, plutôt que d'être en permanence court-circuité ou d'avoir 20 ou 30 ans de retard. Ça, c'est ça ce qui est vraiment catastrophique. Et précisément, le numérique peut nous aider au sens où cette capacité de contribution, où les gens peuvent contribuer et publier de manière massive. On voit, il paraît que ça fait des révolutions en Afrique du Nord, donc ça peut y avoir des impacts politiques évidents. Donc la manière de faire on est dans une période très, très difficile. Nous, Ars Industrialis, sur ces questions politiques, du numérique, de ce qu'il faut faire, nous ne sommes pas radicaux. Au sens où nous ne disons pas, c'est la lutte finale, il faut passer à autre chose. Non, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc quand on ne sait pas trop ce qu'il y a, si on y va trop vite, ça finit dans la rue et dans le sang. Donc vaut mieux essayer d'organiser la transformation et de l'éclairer, c'est le rôle que nous jouons, éclairer les enjeux, avoir le discours que j'ai eu devant vous sur l'organologie, bref, donner à chacun les outils. Ce que nous appelons nous les outils, c'est les concepts. Parce qu'un concept, comme disait Gilles Deleuze, c'est un outil. Si vous avez un outil, vous êtes mieux armé pour comprendre des situations, et Dieu sait que c'est difficile de comprendre des situations qui nous arrivent aujourd'hui, politiques, économiques, ça part de tous les côtés, même si on me répète les histoires de dette en permanence, je ne comprends toujours pas. Bon, voilà, c'est quand même... il faut quand même comprendre et avoir des concepts pour pouvoir se donner, se forger un avenir, aller dans un certain sens. Et maintenant, le revers de la médaille, c'est que sur Internet, en tant qu'outil de contribution, il se dit tout et n'importe quoi. Donc il y a des mécanismes de filtrage qui sont à mettre en place, donc il y a du vrai travail à faire. Et c'est pour ça que toutes les disciplines doivent avoir un regard critique sur que fait le numérique sur ma discipline, y compris pour les latinistes ou les grecs. La manière dont ils travaillent avec les textes, avec les solutions de moteur de recherche, d'indexation, d'identification de toutes les occurrences, les archéologues c'est pareil, tous ceux qui travaillent le numérique ne travaillent plus du tout de la même manière. Donc chaque discipline doit avoir cette capacité d'autocritique. Que devient ma discipline avec le numérique? Pourquoi le numérique? Parce que c'est aujourd'hui le numérique. Mais si ça avait été il y a 30 ans, il y aurait un discours sur les études analogiques. Que devient la radio, la télévision? Ça, on ne l'a pas fait. On se rend compte de l'impact de la publicité et des écrans quand on place les gamins devant ces écrans-là, comme je l'évoquais tout à l'heure devant vous. Voilà. Oui. Je suis psychomotricienne et j'ai travaillé en neurologie. Donc les malades dont le cerveau est lésé, ce n'est pas un écran qui va les faire bouger. C'est la relation avec la psychomotricienne. Et pour les êtres humains, c'est très important. L'enfant bouge et grandit, agit avec un objet. Si c'est quelqu'un qui lui donne, s'il joue avec quelqu'un.
Autrement, l'enfant, il ne marche pas, il ne bouge pas. Donc notre corps est complètement baigné d'affectivité, notre mémoire aussi. Je veux dire, les écrans, c'est pas... un enfant, il ne grandit pas avec un écran. Pour apprendre à écrire et tout ça, il faut qu'il y ait le jeu du crayon avec quelqu'un. Donc l'école, je veux dire, la relation humaine est extrêmement importante entre deux personnes. Alors, je vois dans mon immeuble, les gens ils communiquent par Internet. Mais s'ils ne se voient pas, je veux dire, c'est très important de se rencontrer, d'avoir un contact avec nos organes. Ouais, justement, les visuels et tout. Et c'est ce que Ça, je dis. ça c'est le travail du commerce. C'est un film sur le commerce. Mais nous, les gens, on est là, justement. On se rencontre, voilà. On a besoin d'un contact, de danser ensemble. Beaucoup de jeunes se retrouvent sur les quais pour pique-niquer, manger ensemble. C'est indispensable. Les gens ne sont pas sur leur écran tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les écrans de 0 à 3 ans interdits. Et moi, ma position personnelle qui n'engage que moi, en matière d'éducation, j'entends parler de gens qui donnent des iPads aux enfants. Pour moi, avant la 6e, pas d'écran. Donc apprendre à lire, à écrire, ça se fait avec la... nous croyons beaucoup à cette... il faut reproduire un petit peu l'évolution des technologies. Il y a cette idée que l'évolution des technologies, l'ordre dans laquelle elles sont apparues, devrait être reproduire à minima dans la vie d'un homme. C'est-à-dire apprendre à écrire, peut-être après être sensibilisé à la radio, voir des films, et après le numérique. Il ne s'agit pas de mettre le numérique avec des écrans aux gamins, parce que ceux qui veulent, parfois avec de bonnes intentions, se disent « bon, ben, l'enjeu c'est le numérique, on va donner des iPads à nos gamins ». C'est-à-dire le contraire de ce qu'il faut faire. Mon discours, c'est absolument pas de dire on est dans le numérique, il faut y aller, il faut trouver les bonnes solutions. Oui, bien sûr, ça c'est d'accord au niveau politique, mais quand on parle des enfants, des questions de politique éducative, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on interdit et qu'est-ce qu'on n'interdit pas, et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Bon, il se trouve qu'un enfant devant une télé entre 0 et 3 ans, c'est de l'assassinat cérébral. Et après 3 ans? Après 3 ans, ça a des impacts qui sont moins importants, puisque déjà le cerveau a commencé à se former. Mais ça a aussi un effet, hein, ça a aussi un effet. La main, c'est important, la main, tenir un bâton, jouer dans une salle, tout ça. C'est ce que je disais, la synaptogénèse se fait par la motricité, pas par l'écran. Hein. C'est par les doigts. Et si les enfants, ils ont la souris déjà, et qu'ils y tiennent, ils ne savent même pas que dessiner, parce que tout est dessiné sur l'écran. Sauf que maintenant c'est touch. Tout est fait. C'est touch, même faire ça, les petits, ils voient tout de suite le chaperon rouge, je ne sais pas quoi, alors que les parents croient que c'est bien de faire ça. Ils croient que c'est bien, mais ils ne développent pas leurs mains. Les doigts. Par exemple, moi je m'étais rendu compte que moi j'ai un âge où j'ai mes enfants qui sont encore en bas âge, enfin en bas âge qui sont à l'école primaire. Et un jour je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, mais je ne savais pas trop dessiner les formes, les couleurs, et c'était bon. En fait, je me rendais compte qu'on leur imprimait des patterns, tu veux Blanche-Neige, on va sur Internet, on imprime des images en noir et blanc de Blanche-Neige, il n'y a plus qu'à colorier. Ils ne sont plus entraînés à faire les contours, même s'ils sont mauvais, il faut apprendre à faire de mauvais contours pour améliorer son contour. Et forcément, voilà, on se retrouve à des situations où même avec de bonnes intentions, finalement on paralyse des apprentissages parce que Blanche-Neige, il faut la recopier. Hein, tu la recopies, voilà. Et forcément, quand on donne, on imprime le Blanche-Neige prêt à colorier le dessin, il ne manque plus que la couleur, ça fait de beaux coloristes. Mais en aptitude manuelle, beaucoup moins. D'où la nécessité pour les enfants vraiment d'avoir toujours cette capacité motrice, s'exercer de manière moteur et ne pas mettre des écrans.